Bonjour à toutes et à tous. Dans Aurore, Nietzsche poursuit l'entreprise de critique radicale de la morale commencée dans Humain, trop humain, et pose ainsi les jalons d'un projet philosophique dont ses dernières œuvres de Par-delà bien et mal à Ecce Homo seront le couronnement. L'origine de la morale est cachée dans la profondeur, l'arrière-plan. Elle se trouve comme dans un sous-sol, un souterrain. Cette position de Nietzsche dans Aurore est nouvelle par rapport aux propos qu'il a tenus précédemment, par exemple dans Humain, trop humain. À cette époque, Nietzsche fait plutôt de la chimie des sentiments moraux que des évaluations et interprétations. C'est l'analyse des affects. La chimie est comme une science naturelle, elle s'intéresse aux causes et aux effets. La morale est un résultat, la conséquence d'une histoire. La morale a une histoire, elle se fonde sur la tradition, les mœurs, les habitudes d'obéissance. Les traditions morales, selon Nietzsche, valent plus par leur ancienneté que par leur valeur intrinsèque. On respecte les mœurs établies. C'est un réflexe conservateur et traditionnel de la pensée. Ce qui est moral, c'est ce qui se fait. La plupart des philosophes, estime Nietzsche, n'ont fait qu'emboîter le pas. Les fondateurs de la morale sont en fait des personnes qui entérinent là où les morales dominantes. C'est ce qu'il montre dans Humain, trop humain. Dans Aurore, Nietzsche essaie de montrer que dans la morale, il s'agit plus d'expressions cryptées, d'affects, de pulsions, d'intérêts, que de mœurs, de traditions, de pratiques établies. Nietzsche est en train de rechercher comment on peut désigner sa recherche généalogique, s'appuyant sur la psychologie, pour fouiller les profondeurs. Aurore est le livre où Nietzsche esquisse, pour la première fois, la théorie selon laquelle ce sont les instincts qui constituent l'être, la nature d'un individu. Aurore est divisée en 5 livres et au total en 575 paragraphes, fragments ou aphorismes de longueur variable qui composent une symptomatologie de l'existence humaine et entreprennent une archéologie de la culture contemporaine. Dans son avant-propos de 1886, Nietzsche définit ainsi son projet. Je descendis en profondeur, je taraudais la base, je commençais à examiner et à saper une vieille confiance sur laquelle nous autres philosophes avions coutume de construire depuis quelques millénaires, comme sur le plus ferme terrain. Il est ému, dit-il en 1886, par une volonté pessimiste qui ambitionnait un autodépassement de la morale, car il refusait de revenir à ce qui nous semble dépassé et caduc, à tout ce qui est invraisemblable, que ce soit Dieu, la vertu, la vérité, la justice, l'amour du prochain. Nietzsche entreprend de redéfinir la nature humaine en interrogeant de préférence le corps, la physiologie, la psychologie des affects et en définissant la notion vague d'intériorité comme un mixte psychophysique. Alors, les certitudes sur les actions morales et les valeurs se dissipent, tandis qu'apparaît avec évidence leur caractère fictionnel et illusoire. L'hypothèse de Nietzsche est résumée au paragraphe 119. Nos appréciations et nos jugements de valeurs moraux ne sont que des images et des variations fantaisistes sur un processus physiologique qui nous est inconnu. Toute notre conscience n'est que le commentaire plus ou moins fantaisiste d'un texte inconnu, peut-être inconnaissable et seulement ressenti. Notre prétendue conscience morale ne serait donc qu'un tissu de rêve, si l'on admet que ceux-ci ne constituent que des interprétations très libres, très arbitraires, des mouvements du sang et des entrailles, de la pression des bras et des couvertures, du bruit. Ce type d'analyse s'inscrit dans la tradition des moralistes français et de Schopenhauer. Elle annonce la psychanalyse freudienne. Nietzsche se garde bien de suggérer qu'il aurait le pouvoir d'établir et de déchiffrer sans effort le texte authentique de notre conscience morale. Il en va de l'interprétation anthropologique comme de l'interprétation philologique. L'essence du monde grec antique, bien qu'elle s'offre à nous avec une simplicité apparente, comme une chose universellement connue, reste très difficilement compréhensible et presque inaccessible, écrit Nietzsche, le philologue helléniste,
au paragraphe 195 d'Aurore. Comme son sous-titre l'indique sans embâge, Aurore est de bout en bout une réflexion sur les préjugés moraux. L'idée maîtresse en est une critique de la culture qui prolonge celle des considérations intempestives d'Humain, Trop humain 1 et 2 et se poursuivra dans la première édition du Gai Savoir. Par culture, Nietzsche entend ici les mœurs, la morale, la mentalité chrétienne, l'altruisme, l'amour du prochain et, par voie de conséquence, la confusion non critiquée entre l'héritage chrétien et la morale. Cela englobe le souci du salut individuel, les théories de la sympathie et de la compassion, héritées d'une part de Schopenhauer et d'autre part des utilitaristes et autres philosophes anglais. Comme cela implique, à partir de la Révolution française et surtout selon la conception qu'il s'en fait, l'adaptation de l'individu aux besoins généraux, Nietzsche traite des systèmes socialistes et de la dissolution de l'individu dans la masse qu'il leur attribue, à vrai dire sur la base d'une profonde méconnaissance de ces courants de pensée et des réalités sociales concernées, en s'alignant sans aucun recul critique sur les penseurs du romantisme politique allemand et ceux qui, en Europe et notamment en France, partagent leur vue. Ce n'est que plus tard que Nietzsche unifiera ces diverses vues sous le concept de la morale, qui désigne alors la totalité de la culture occidentale platonico-chrétienne. Aurore se heurte donc à des résistances, par exemple le sentiment de l'invraisemblable, la gêne, la répugnance, la crédulité philanthropique de la foi aveugle en la bonté de la nature humaine, qui, comme l'explique Humain, trop humain, sont suscités par la perspicacité psychologique des moralistes comme La Rochefoucauld, entendez du même coup Nietzsche. Cette problématique qui sera poursuivie, approfondie et théorisée par Nietzsche dans ses développements ultérieurs, sous l'emblème de la généalogie, de la psychologie, contient déjà, pour ainsi dire, des notions et des mots clefs appelés plus tard à entrer dans une problématique unifiée et plus systématique. C'est déjà tout un ensemble philosophique dont la cohérence est encore en filigrane et qui conjugue des notions liées entre elles par un fil métaphorique et psychologique, la révélation progressive de ce qui est psychologiquement caché, mais sans qu'on arrive à un fondement ou à une origine ou commencement. Pour Nietzsche, déjà comme on peut le voir dans l'extraordinaire d'Aurore et dans toutes les analyses ultérieures, on ne peut saisir dans l'analyse psychologique généalogique du moraliste que des effets de surface, des affects, pulsions, le jeu pluriel de tous les sentiments, les couches superposées successives, récentes ou anciennes, mais jamais le fond originaire. C'est ce que veut dire la formule finale « vivre, c'est imaginer », nous dirions aujourd'hui, plus familièrement, « fantasmer », qui résume les développements de ce paragraphe en donnant ainsi le fondement et la définition de l'interprétation opposée à la connaissance ou à l'explication. Il n'y a pas d'exhumation de l'origine, fondement, fondation, c'est-à-dire que, comme la vie et les affects, la morale est une collection de fantasmes, rien qu'une interprétation, ce qui conduit à l'idée d'une liberté, voire d'un arbitraire, de l'interprétation par opposition à la connaissance vraie d'une réalité fondamentale. On peut supposer que c'est le sens qu'il faut donner à l'aurore intitulée hiérarchie. Il existe premièrement des penseurs superficiels, deuxièmement des penseurs profonds, ceux qui pénètrent les choses en profondeur, troisièmement des penseurs fondamentaux qui vont au fond des choses, ce qui a bien plus de valeur que de seulement descendre dans les profondeurs. Et enfin des penseurs qui plongent la tête dans la bourbe, ce qui ne saurait être un signe ni de profondeur, ni de fondamentalité. Ce sont nos chers penseurs du tréfonds. On peut alors voir là un rapport à la fois positif et négatif avec Schopenhauer. Positif en ce sens que, ici encore, là où les représentations de la morale renvoient en profondeur à une volonté, au vouloir vivre inconscient, qui est pour Nietzsche, reprenant la terminologie para-kantienne de Schopenhauer, une chose en soi, la source, la cause et le fondement de la représentation, négatif.
En ce sens que cette volonté cachée n'est déterminable ni comme fondement, ni comme origine, n'est pas assignable comme socle et principe de la morale, et que la quête du mineur fouillant à la recherche du fondement ne débouche sur aucun en soi. Aucune réalité métaphysique ultime, et que donc la recherche du Will Le Ben reste vaine quant à une réalité fondamentale et ultime, assignable et connaissable. L'interprétation assimilée à une fouille est minage et sape, non fondation. De même que plus tard dans l'œuvre de Nietzsche, l'interprétation généalogique sera et restera plurielle et interminable, comme la lecture-rumination, préface de la généalogie de la morale, et comme la lecture-interprétation philologique. Pas de fait, rien que des interprétations. La métaphore de la mine est donc trompeuse pour autant qu'elle induirait à supposer la découverte d'un fondement et, comme travail en profondeur, déboucherait finalement sur une aurore, sur un petit matin, avec chant du coq au petit déjeuner, crépuscule des idoles. Comment le monde vrai a finalement tourné à la fable, histoire d'une erreur, sur une clarté du bien illuminée par le soleil. Pas de fondation ni de méthode itinéraire vers le bien ou le vrai, mais travail de sape. L'aurore n'est pas au bout de ce chemin dans l'obscurité. C'est de cet effritement, de cette friabilité, de la métaphore, de la profondeur et du fondement que témoigne le fait que Nietzsche utilise et même exploite aussi, pour caractériser son travail de critique de la culture et de la morale, une autre métaphore tout à fait opposée. Il n'y a donc pas de cohérence systématique de la métaphore elle-même, celle de l'altitude et du gel. On la trouve souvent, notamment dans Ex Homo, pour décrire le travail critique d'humain, trop humain, et la lutte contre la croyance, contre la certitude, en un mot, contre la morale, associée à la recherche de ce que l'existence a d'étrange et de douteux, de ce qui a été jusqu'ici mis au ban par la morale. Errance dans l'interdit. Qui sait respirer l'air de mes écrits, sait que c'est un air des auteurs, un air vif. Les glaces sont proches, la solitude est immense. La philosophie, telle que je l'ai comprise et vécue jusqu'à présent, consiste à vivre volontairement dans les glaces et les sommets. L'une après l'autre, les erreurs sont tranquillement posées sur la glace, l'idéal n'est pas réfuté, il gèle. Ici gèle par exemple le génie, un coin plus loin, c'est le saint. Au bout du compte, ce qui gèle, c'est la foi, la prétendue conviction. Et même la pitié se refroidit sensiblement, presque partout gèle la chose en soi. La mine, la glace, la profondeur, l'altitude, l'obscurité, la lumière, le profond minuit, aurore. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.